Donc, au-delà de cet aspect d'octroi de mer, mais sur lequel Patrick Guillemin, bien sûr, peut rebondir s'il le souhaite, l'intervention de monsieur le député européen était empreinte d'opportunités par rapport à la proximité que vous évoquiez avec Madame Crétou, mais également de risques avec ces accords mouvants interdéputés. Donc, comment, monsieur Patrick Guillemin, pour la région Réunion, comment une région microscopique à l'échelle de l'Europe, mais si importante à nos yeux, peut-elle faire avancer ses ambitions et nos ambitions dans un contexte aussi fluctuant? C'est peut-être pas un cadeau comme question, mais c'est la question. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais saluer Madame la députée, Monsieur le sénateur, et puis tous les participants et certainement éminentes personnalités et d'autres présidents autour de cette salle. Je pense que par rapport à votre première question, il y a une première réponse, c'est de tendre toujours vers la plus grande cohérence des trois niveaux européens, nationaux et territoriaux. Et vous connaissez l'orientation de la collectivité régionale et le mot cohérence qui est à plusieurs fois prononcé par notre président et qu'il a d'ailleurs reprononcé lors du forum RUP auquel certains d'entre vous étaient présents. Bien sûr, cette cohérence est toujours complexe et elle est complexe au niveau territorial, elle est certainement complexe au niveau national et on peut imaginer qu'elle est encore plus complexe dans une Europe à 28. Vous avez donné quelques clés de cette mise en cohérence et de l'action qu'on peut avoir au niveau territorial et au niveau d'une région, car il me semble que tous les éléments que vous avez cités dans votre discours, Monsieur le Président, je ne les reprends pas. Tous sont de compétences européennes. Tous. Même si parfois, on ne le voit pas. Je prends un exemple très concret. Vous avez signalé la question d'exonération des charges sociales et du débat sur le CICE, qui concerne évidemment non pas la collectivité régionale directement, par définition, mais le Parlement national et bien sûr le gouvernement. Et vous savez très bien qu'une partie de la clé est aussi à Bruxelles. Alors je suis un fonctionnaire, donc vous m'excuserez d'utiliser parfois quelques expressions technocratiques. En fait, tout va dépendre de la façon dont on va gérer en matière d'aide d'État la simplification obtenue, en théorie, des aides au fonctionnement. Voilà, c'est un peu techno pour les initiés, mais nous avons un débat, et vous savez très bien que Rodom est très actif sur ce sujet, nous avons un débat sur cette question. Comment faire pour qu'effectivement on puisse faciliter, pour parler de manière plus simple, les soutiens, en l'occurrence qui sont des exonérations, ne sont pas des soutiens forcément financiers, et qu'ils soient acceptables en vertu du droit de la concurrence, pour faire simple. Vous m'avez tendu la perche. Quel merveilleux exemple d'articulation des trois niveaux que l'octroi de mer. Certes, on voit dans l'octroi de mer l'articulation d'abord pour vous au niveau industriel, puisque vous êtes les premiers à être atteints positivement ou négativement par les décisions qui sont prises au niveau communautaire depuis 1989 et qui autorisent ou non des différentiels d'octroi de mer entre la production locale et vos produits. Le président vous a plus que moi tenu au courant des derniers développements, disons. Donc, je n'en parlerai que peu, ou pas du tout. Mais il y a d'autres aspects sur l'octroi de mer. Nous avons un projet de loi qui va devoir être déposé prochainement, très rapidement, si on veut transcrire la future décision communautaire du Conseil. Et puis nous aurons, sous réserve du projet de loi, mais si je parle mutatis mutandis en regardant la loi de 2004, des délibérations d'assemblées locales qui vous concerneront directement, mais qui concerneront aussi d'autres aspects de la vie économique. Un qui vous concernera directement, les exonérations d'intrants, les exonérations pour vos investissements.
ne sont pas dans la décision communautaire, elles sont dans la loi nationale et dans les délibérations d'assemblée. Et puis si je vais plus loin, la politique des taux d'octroi de mer est aussi une politique économique et sociale. Voilà un exemple d'articulation extrêmement concrète d'une politique pourtant a priori assez sectorielle. Peut-être un dernier élément plus global. En regardant le passé récent et en regardant l'avenir. Il ne fait pas de doute que la réforme, notamment de la politique régionale, était marquée par une inversion des priorités communautaires. Les propositions de réforme. On a longtemps, dans cette réforme des années 80, utilisé une expression, excusez-moi, anglo-saxonne, décidément, c'était déjà à la mode, que Jacques Delors utilisait beaucoup, qui était de faire du développement avec le bottom-up, on peut dire du développement local, du bas vers le haut, du territoire vers le niveau national et communautaire. On est objectivement dans une politique qui était plutôt top-down, assumée. Tout l'enjeu du territoire et tout l'enjeu des travaux qui ont été menés, d'une part au niveau des RUP, fondamentaux, a tenté, a pour objectif que ça soit bien les priorités du territoire qui puissent être prises en compte au niveau national et communautaire. Parce que si, effectivement, vous l'avez vous-même cité, si on laisse simplement les priorités européennes, quel qu'en soit leur intérêt, vous avez cité l'économie décarbonée et l'innovation, qui ne font pas de débat, qui sont des priorités de la Réunion aussi. Mais la pondération de ces priorités est forcément différente selon les territoires à lesquels, compte tenu de leurs difficultés. Et donc, je dirais que de manière synthétique, une des réponses, c'est de partir des réalités du territoire et de porter cette réalité du territoire au mieux possible, bien entendu, avec des alliés. Les RUP sont une stratégie d'alliés au niveau national et surtout au niveau communautaire. Mais un petit mot de plus, et je ne vous lâche pas comme ça, cher Patrick. La récente approbation des différents fonds européens, échéance 2014-2020, est-ce que la région Réunion s'est contentée d'appliquer les grandes directives européennes ou a-t-elle placé le curseur pour cette réorientation en matière de production locale, santé, innovation? Quel a été le choix et est-ce que ce choix est déjà fait par la région Réunion en matière de fonds européens? Je crois qu'on a déjà eu l'occasion de parler de ça, mais pas devant ce si nombreux public. Nous avons, pour la génération, je vais essayer de le plus bref possible, je regarde pas. Pour 2014-2020, nous avons eu la chance de garder des programmes territoriaux. C'est déjà important parce qu'un programme national ne se gère pas comme un programme territorial, pour faire ça, à part la pêche, mais ça c'est réglementaire. Donc, que ce soit pour le FEDER, que ce soit pour les fonds de la politique agricole, hors POSEI, et pour le Fonds social européen, nous avons des programmes locaux. Je crois que c'est très important. Nos collègues de métropole n'ont pas de programmes locaux pour 65% de la formation, concrètement. Deuxième élément, nous avons des fléchages de crédits qui sont imposés par le règlement. On peut les rappeler peut-être très rapidement. Pour le FEDER, nous devons mettre, en région pauvre, 50% des crédits sur des priorités innovation-recherche, entreprises, pour faire simple, énergie décarbonée, au sens assez large du terme, et TIC, y compris très haut débit. Le choix qui a été fait, je vais essayer de respecter des mots prononcés par le président Didier Robert, respecte l'équilibre qu'il doit y avoir entre les, on y reviendra, je pense, dans la deuxième partie du débat, entre les nouveaux facteurs de croissance de la Réunion, qui sont nécessairement assis sur les entreprises. Ça, ce n'est pas un nouveau facteur de croissance, c'est une banalité, mais qui sont nécessairement assis sur l'innovation et l'entrepreneuriat d'une manière
plus global, l'OT1 va un peu plus loin que l'innovation. Forcément, appuyer sur des réseaux et des entreprises qui investissent dans l'éthique, et il n'y aura de croissance à très long terme si elle n'est décarbonée. Et vous avez vous-même cité un exemple d'atout de la Réunion au niveau du bâtiment, des matériaux de BTP. Et je prends un exemple très, très concret. À l'intérieur de ces priorités, qui doivent représenter 50% du FEDER, ça a été un choix contraint et assumé. Contraint et assumé. Et il y a dans les priorités qui ont été mises en place, je pense au dispositif sur l'énergie, des ressources financières qui ont beaucoup augmenté, elles ont été multipliées par 5, voilà, plus de 130 millions d'euros, qui concernent directement les entreprises. Choisir la réhabilitation thermique des logements sociaux, c'est choisir aussi, en dehors des logements sociaux et des populations qui y habitent, ce qui est fondamental, c'est choisir aussi des entreprises réunionnaises qui peuvent les réhabiliter et qui peuvent développer une technologie d'abord au niveau local pour réhabiliter en milieu tropical ces bâtiments, ce n'est pas en Europe continentale qu'on va le faire, expérimenter en vraie grandeur sur le territoire local pour partir à la conquête du monde. Deux mots de complément sur la réforme de la politique régionale. Cette réforme est la plus importante réforme avec celle de la politique agricole commune. Elle nous a occupés pendant 1 an et demi de négociations. Pour qu'on ait une idée des volumes, sur la période 2007-2013, c'était à peu près autour de 355 milliards d'euros. Et pour la période 2014-2020, de mémoire, ça doit être 347 milliards d'euros. En tout cas, c'est à peu près 22 milliards d'euros en moins. Bon. Nous avons commencé cette négociation fin 2012. Et nous l'avons achevée fin 2013 avec le vote du budget. Bon. Depuis la réforme, depuis le traité de Lisbonne, aujourd'hui, le Parlement européen est en codécision. C'est-à-dire que cette réforme s'est faite avec le Parlement européen. Et nous avons été une équipe de 6 négociateurs à réécrire l'ensemble des règlements avec le Conseil et la Commission européenne. Et j'avais la chance d'être le seul Français dans cette équipe de négociation. Donc ce sont des règlements que je connais bien. Sur le plan des volumes, lorsque nous sommes entrés en discussion, parce qu'il y avait en parallèle la discussion sur le budget pluriannuel. Personne ne le sait, mais c'est la réalité. Il y a eu des demandes d'une baisse de 20% des volumes pour les régions ultrapériphériques. Je l'ai dit à de nombreuses reprises, sur les 2 milliards d'euros dont nous bénéficions, nous aurions enregistré une baisse de 20% des crédits. Tout le monde peut imaginer la conséquence que cela aurait eu pour toute l'activité économique chez nous. Au final, vous l'avez rappelé, nous avons des crédits qui sont en hausse pour l'ensemble des régions ultrapériphériques et pour la Réunion en particulier. Sur ces questions de concentration thématique des fonds, il y a eu un débat, d'abord entre les présidents de régions, et puis aussi un débat au Parlement européen. Et l'orientation du Parlement européen, et c'est une orientation à laquelle je souscris, moi, pleinement, c'est que nous devons ouvrir aujourd'hui une nouvelle page dans la politique régionale et arrêter de concentrer sur les infrastructures. Il est vrai que les régions ultrapériphériques sont dans une situation sans doute de retard par rapport à d'autres régions, bien que. Bon. Mais je crois que si ce n'est pas l'Union européenne qui donne l'impulsion pour aller vers ces nouveaux défis, que sont les énergies renouvelables, par exemple, l'innovation, l'éthique, eh bien, il faut cette impulsion
pour pousser les régions à emboîter le pas. Parce que nous le savons, c'est par ces nouveaux défis que nous pourrons atteindre les objectifs en matière de compétitivité et de croissance. Donc j'assume pleinement le fait d'avoir proposé et accepté cette concentration à 50%. Je me permets un commentaire apolitique. En matière d'énergie renouvelable, la région Réunion, de tout temps, est un peu en avance et n'a pas eu besoin de se faire contraindre pour avancer dans ce sens.